Chers amis du combat climatique, la bataille que nous menons depuis tant d'années ensemble mérite vraiment le genre d'initiative à haut niveau à laquelle vous m'invitez à participer aujourd'hui. Alors je ne suis pas avec vous, mais mon énergie vous accompagne et j'espère que je pourrai être présente lors des prochains événements. Alors c'est vrai que cette transition énergétique, elle coûte cher. Elle va coûter cher, très cher, c'est un fait. Et vous allez toute la journée travailler à ce financement de façon juste, de façon redistributive. Mais je voudrais moi apporter ma contribution à cette discussion, à ce débat, en vous amenant pas seulement à la question du financement, mais aussi celle de l'efficacité de cette transition. D'abord parce qu'il faut qu'elle ne coûte pas encore plus cher, et ensuite parce qu'il faut que nous profitions de cette transition pour faire un échange d'expertise avec les pays les moins avancés, que ça nous fasse gagner du temps et de l'argent dans cette lutte contre cet envahissement, cette pluie de CO2. Alors à la CNUSET, à la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement que j'ai rejointe il y a un peu plus de 6 mois, en tant que secrétaire générale adjointe, nous travaillons régulièrement et tout le temps d'ailleurs en ce sens. Comment ? D'abord en accompagnant les pays et essentiellement les pays les moins avancés dans leurs politiques économiques et commerciales, toujours évidemment dans le but d'un développement solide et juste. Alors les politiques énergétiques font évidemment partie des secteurs économiques et commerciaux que nous suivons avec ces pays de très près. Par ailleurs, pour que ces politiques soient plus efficaces, nous pensons évidemment que le mix énergétique dans ces pays doit être progressivement orienté vers le renouvelable et que cette progression doit être déclinée en étapes très ciblées, voire chiffrées, pour forcer ou faire avancer la part du renouvelable. Construire les politiques énergétiques à l'échelle de tout un territoire de manière stratégique, c'est aussi une façon de faire nouvelle pour ces pays et pas par petites touches en fonction des intérêts de l'un ou l'autre investisseur qui s'intéresse juste à une ville ou juste à une région. Donc nous les encourageons à travailler à un plan territorial, à avoir leur roadmap, leur plan d'action, leur vue d'ensemble à l'échelle nationale et à l'interconnexion de tous ces réseaux et nous les y aidons. Alors toujours au nom de cette efficacité qui doit in fine alléger la note du financement de la transition et grappiller du temps, nous souhaitons aussi accompagner les pays africains essentiellement pour qu'ils ne commettent évidemment pas les erreurs occidentales de d'abord centraliser toutes leurs infrastructures pour devoir ensuite les décentraliser, ou en se jetant sur les énergies fossiles pour devoir ensuite investir comme nous y sommes obligés du côté européen pour en sortir. Une décentralisation énergétique qui d'ailleurs, quel que soit le type de ressources renouvelables, présente des grands avantages. D'abord celui de rester dans les mains des acteurs décentralisés et pas aux mains de grands groupes avec les effets que l'on sait à la fois sur les prix, une fois que la dépendance à ces grands groupes est établie. Deuxièmement, parce que cette décentralisation permet une relative flexibilité, j'ai même presque envie de dire une maniabilité des énergies renouvelables, ce qui n'est pas rien si on veut que l'approvisionnement énergétique ne soit pas seulement conçu pour satisfaire les besoins des ménages, mais aussi pour soutenir le développement économique et le fonctionnement des infrastructures, eux-mêmes garants du développement dans son ensemble. Comment dans un pays assurer son développement quand on coupe l'électricité 2 heures par jour, par exemple. Enfin, je voudrais terminer en vous disant que, comme vous le savez, les nouvelles ne sont pas trop mauvaises au niveau du Fonds vert pour le climat. Rien que le mois dernier, 23 projets de mitigation et d'adaptation ont reçu un financement équivalent à environ $1 milliard. Bon, restons donc plus ou moins optimistes, mais que cela ne nous empêche pas évidemment de prêter une attention soutenue au monitoring de l'utilisation de ces financements et l'importance des choix stratégiques sur la manière de les dépenser. Le saupoudrage, évidemment, ne nous donnera certainement pas les avancées dont nous avons tant besoin. Restera alors la lourde question de la relation commerce-climat, en cette période où toute décision multilatérale en matière de règles commerciales est complètement bloquée, on l'a vu à l'OMC récemment, et où les guerres économiques comme celle qui démarre avec les États-Unis risquent de reprendre de plus belle. C'est donc la porte ouverte au protectionnisme mal calibré, aux taxes carbone non coordonnées, alors que ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'une discipline commune sur les carburants fossiles, sur les subventions renouvelables, sur les émissions tout au long de la chaîne de valeur d'un produit, et cela via un accord de commerce qui soutient la transition énergétique. Bon, on n'y est pas encore, on n'y est même pas du tout, vu le climat ambiant sur le multilatéralisme, mais je vous assure qu'on y travaille en parallèle de ce que vous ferez pendant toute la journée d'aujourd'hui. À bientôt donc et beaux travaux.